Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La Commission électorale nationale autonome rend public son calendrier électoral finalisé. 16 activités phares sont prévues sur une durée de 6 mois. L'enregistrement des candidatures se fera à partir du 28 octobre prochain pendant 6 jours. La campagne électorale démarre le 23 décembre et la proclamation des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale est prévue pour le 11 janvier 2023. Dans ce journal, vous suivrez le point complet avec le président de la Sénat. Nous parlerons également de l'atelier d'information et de vulgarisation des objectifs et cibles du programme national de développement de l'irrigation. C'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Les assises tenues à Boycon regroupent divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les détails dans un instant. Et puisque c'est l'actualité, la Gani sera également au menu de ce journal avec le parcours rituel effectué par le roi de Djougou, Sa Majesté Péto Nicolas VI. C'était ce dimanche dans la commune de Djougou. Cette année, le parcours rituel est effectué en véhicule, contrairement aux années précédentes où la visite des sites se faisait à cheval. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après 3 jours de concertation avec toutes les parties impliquées dans le processus d'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome rend public son calendrier électoral finalisé. Au total, 16 activités phares sont prévues sur une durée de 6 mois. Le calendrier électoral prévoit entre autres l'enregistrement des candidatures à partir du 28 octobre prochain pendant 6 jours. La campagne électorale démarre le 23 décembre et la proclamation des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale est prévue pour le 11 janvier 2023. Je vous invite à suivre le point complet avec le président de la Sénat sur les propos recueillis par Idrissou Boukari. L'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral à la République du Bénin dispose, je cite, « Le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux appropriés. » Fin de citation. En application de cette disposition légale, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret dispose que le calendrier est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. C'est à cet effet que les séances de concertation se sont tenues à Azalaï Hôtel du 3 au 5 octobre avec les différentes parties prenantes au processus électoraux. À l'issue de ces concertations, la Sénat a finalisé le calendrier électoral des élections législatives du 8 janvier 2023 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion nationale et internationale dans un souci de transparence. Relève de ce calendrier électoral les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. Cela a été fait déjà. 2. Affichage de la liste électorale. Ce n'est pas encore fait. 3. Dépôt des candidatures. C'est dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote.
10. Enfin, proclamation des résultats. La publication du calendrier électoral constitue donc une étape décisive du processus qui nous conduira au choix des représentants du peuple le 8 janvier 2023. Et sur le terrain, les tractations et les repositionnements s'observent de plus en plus à quelques mois des législatives. C'est le cas du parti politique Les Démocrates qui vient d'enregistrer une nouvelle adhésion en son sein. Il s'agit de Nadine Okumassou. Elle s'engage désormais à mener ses activités politiques sous la bannière de ce parti. Elle a fait son adhésion avec son mouvement Crégel, entendez creuser des jeunes leaders. La cérémonie officielle d'adhésion a eu lieu à Cotonou en présence du premier vice-président du bureau politique national du parti Les Démocrates. Reportage. C'est fait. Nadine Okumassou est désormais membre du parti politique Les Démocrates. L'adhésion est officielle et c'est avec le mouvement Creuser des jeunes leaders, Crégel, qu'elle se réalise. Ambiance forte, soutenue par des jeunes, alors que la nouvelle adhérente expose les raisons de son choix. Qui mieux que la jeunesse pour assurer la relève, le changement? Franck Fanon dira que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le Creuset des jeunes leaders et moi-même avons compris la portée combien grande de cette pensée et avons décidé de jouer notre partition à une époque où le Bénin tend vers le gouffre. À travers ce geste, Nadine Okumassou entend contribuer à restaurer la confiance du peuple béninois. Et c'est l'un des combats les plus importants de son creuset qu'elle veut poursuivre dans sa nouvelle maison. Vous êtes dans votre maison naturelle. Vous êtes dans votre parti naturel. Vous n'adhérez pas aujourd'hui, vous étiez là. Puisque nos combats étaient les mêmes. Donc, naturellement, nous étions ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la cérémonie. L'union entre Nadine Okumassou, le creuset des jeunes leaders et les démocrates est désormais scellée avec des ambitions et des objectifs communs. Loin de la politique, nous parlerons à présent de l'atelier d'information et de vulgarisation des objectifs et cibles du Programme national de développement de l'irrigation. C'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Les assises tenues à Boïcon regroupent divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Le rendez-vous marque un début de collaboration entre la société organisatrice, les utilisateurs ainsi que les experts du domaine des aménagements hydro-agricoles. Initié par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, l'atelier tient lieu de cadre d'information et de vulgarisation des objectifs du Programme national de développement de l'irrigation PNDIR. Aujourd'hui au Bénin, l'irrigation est, après la mécanisation agricole, la prunelle des yeux du gouvernement. Pour cela, le programme gouvernemental pour lequel nous sommes là est décomposé en deux composantes. La petite irrigation et les grands aménagements hydro-agricoles. Actuellement, la Sonama est focalisée sur la composante petite irrigation et c'est ainsi qu'au regard des objectifs et défis qui nous sont assignés, la Sonama a entrepris quelques réflexions pour la mise en œuvre de la composante petite irrigation. Dans cette entreprise, la Sonama s'est fait accompagner pendant 1 an de quelques talents des questions d'irrigation, ce qui a permis d'élaborer le document de projet pour la petite irrigation et le programme triennal d'acquisition des équipements d'irrigation. Ces assises ont été l'occasion de présenter à l'assistance les offres et services contenus dans le projet en plus des différents acteurs impliqués dans le secteur. C'est vrai, nous avons parfois des périodes d'abondance de pluie, mais lorsque vous prenez nos cultures pérennes, il y a ce moment où, sans l'irrigation, la difficulté d'abord de faire suivre les plants et même les vieilles plantations aussi en ont besoin. Et c'est pour ça que je dis vraiment c'est un programme intégré qui va venir booster la filière, qui va venir et vraiment accompagner toutes les initiatives nobles du ministère de l'Agriculture. Mais les autres éléments que nous venons d'écouter en termes de l'emplacement au niveau de chaque commune
et tous ceux-là, effectivement, qui peuvent nous accompagner, tels que plombiers, mécaniciens et autres, vraiment, ça vient à point nommé parce qu'il y a même des zones aujourd'hui où, pour avoir un seul tractoriste, c'est toute une difficulté. Les éléments d'approche et d'appoint que la SONAMA est en train de mettre en place pour nous accompagner, je pense que d'ici à 5 ans, notre pays sera repositionné. Chers participants, au bout de 3 ans, la petite irrigation devra impacter au moins 20 000 petits exploitants utilisateurs potentiels de l'eau, dont les semenciers, les pépiniéristes, les maraîchers, les producteurs d'anacards, les producteurs de palmiers à huile, les producteurs d'ananas, les petits producteurs de vivriers. Les équipements prévus devront contribuer à l'aménagement de 10 000 hectares au terme des 3 premières années. Une fois imprégnés des actions prévues et des résultats escomptés, les participants sont appelés à formuler des doléances, mais aussi des recommandations dont la prise en compte va contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. À Porto Novo, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'OME a tenu avec les responsables du secteur agricole sa 3e revue au titre de l'année 2022. Au menu des assises, les questions liées à la performance de ce secteur et les pistes de solutions à explorer pour assurer la qualité de l'offre agricole dans le département de l'OME. Le point de la rencontre dans ce reportage. Au cœur de cette rencontre des responsables à divers niveaux du secteur agricole dans le département de l'Ouémé, l'évaluation de la performance du secteur agricole dans le dit département. C'est la 3e revue trimestrielle au titre de l'année 2022 et les réflexions ont été focalisées sur les voies et moyens à adopter pour faire face aux affres des inondations et maîtriser les difficultés qui freinent le progrès agricole dans le département de l'Ouémé. La revue, dois-je le rappeler, reste pour nous la meilleure tribune pour évaluer, au regard des mesures prises par le gouvernement et les difficultés enregistrées, la performance des acteurs du secteur agricole et en particulier celle des filières, la performance donc des filières promues au niveau du pôle de développement agricole 7 du département de l'Ouémé. L'autre sujet brûlant de l'heure et qui reste très préoccupant pour nos populations concerne les questions d'inondation de plusieurs localités et également de parcelles de culture dans le département qui est estimé aujourd'hui à près de 2800 hectares, avec d'énormes pertes de production subies par nos braves populations. À la date du 30 septembre 2022, le secteur agricole a réalisé de belles performances dans le département de l'Ouémé. Si une telle performance a été enregistrée, c'est bien parce que la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Ouémé a mené des actions hardies en direction des producteurs. Au niveau du département de l'Ouémé, nous avons enregistré un total de 61 244 ménages agricoles. Et aussi, par rapport à l'activité de la pêche et de l'aquaculture, on constate qu'au niveau de notre département, c'est plus de la moitié des ménages agricoles qui pratiquent cette activité sur le plan national. Donc, l'activité est plus importante dans l'Ouémé par rapport aux autres. Aussi, pour les questions liées aux terres, aujourd'hui, on peut dire dans notre département l'Ouémé, c'est 1,2 hectares en moyenne qui sont exploités par les exploitations agricoles. Il y a également d'autres résultats plus intéressants où aujourd'hui les acteurs peuvent quand même utiliser ces résultats de base pour pouvoir formuler des projets et améliorer les conditions de vie de notre population. Les travaux de cette revue ont duré 3 jours et ont abouti à de nouvelles recommandations pour le développement agricole dans le département de l'Ouémé. Et au thème des travaux de cette revue du secteur agricole dans le département de l'Ouémé, les participants ont formulé des recommandations dont leur mise en œuvre va sensiblement améliorer le rendement agricole dans ce département. Nous allons suivre. À la fin des travaux, je pense qu'il y a certaines recommandations qui ont été formulées toujours pour améliorer les performances de l'agriculture au niveau de notre département. Et au nom de ces recommandations, la première recommandation qui concerne tous les acteurs, à savoir les mairies, les ANU et les CISEC. C'est d'envoyer déjà une semaine avant la tenue
des revues, des rapports. Il n'y a pas d'activité à présenter. La deuxième recommandation, elle est relative à la mise en place des intrants dans notre département. Par le passé, il y a des intrants qui sont mis en place à travers déjà les poussins, les plants, mais à destination, on constate que c'est des plants qui sont abîmés, c'est des intrants, des aliments qui sont mis en place mais qui sont de bonne qualité. Et déjà, lorsque la direction départementale est au courant, là, on peut quand même déjà faire des prélèvements pour voir est-ce que ces intrants qui sont mis en place là répondent aux qualités recherchées. Cette recommandation est formulée à l'endroit de tous les acteurs, à savoir les projets programmes, les cellules communales, la mairie et les ANE. Là, ça nous permettra vraiment, quand on parle de productivité agricole, d'être encore au rendez-vous avec certains temps de qualité mis en place. Par rapport à la troisième recommandation, elle est relative à des infrastructures qui sont souvent construites au niveau des mairies. Le cas, ce qui a été débattu de la revue, c'est l'aire d'abattage de Vigina, qui est dans la commune d'Adjara, où aujourd'hui l'infrastructure est dans un état vraiment pas du tout appréciable, où c'est dans la brousse. Et or, c'est des investissements publics qui sont utilisés, c'est des fonds FADER qui sont utilisés pour pouvoir ériger cette infrastructure et qui n'est pas allé à terme. Donc, une recommandation est formée dans ce sens pour permettre de pouvoir initier déjà à partir du dernier trimestre des rencontres entre acteurs pour voir comment on peut reprendre cette infrastructure, corriger ce qui ne va pas et mettre en service pour pouvoir servir à la population. Donc voilà un peu pour cette revue du troisième trimestre les principales recommandations qui ont été formulées pour pouvoir améliorer nos performances. Je l'annonce en titre, la commune de Djougou a célébré ce dimanche 9 octobre 2022 la fête de la Gani. Et pour lancer les hostilités entrant dans le cadre de cette célébration, le roi de la ville, Sa Majesté Pétoni Koda VI, a effectué un parcours rituel. C'est un parcours effectué cette année à véhicule, contrairement aux années précédentes où la visite des sites se faisait à cheval. Les détails dans ce reportage. Ambiance inhabituelle devant le palais royal de Kilir ce dimanche 9 octobre. Djougou s'est ainsi réveillé avec l'air de fête. Un jour spécial avec des accoutrements spéciaux. À l'intérieur, règne aussi une ambiance de grand jour. Après les préparatifs et les dispositions liées à l'événement dans une discrétion totale, Sa Majesté Issoufou Pétoni Koda VI fait son apparition pour entamer le parcours rituel. C'est le point culminant de la célébration de la Gani édition 2022. Cette année, la procession traditionnelle se fait à véhicule, contrairement aux années antérieures où le parcours se faisait à cheval. Cette sortie du roi de Djougou prend des allures d'une fête populaire à travers toute la ville. Des familles princières et des sites historiques sont visités au cours de cette sortie. À chaque étape, des prières et bénédictions sont dites. Nous allons prier pour la paix, la cohésion sociale. La fête commence très bien et la fête de la Gani à Djougou, c'est plus qu'une fête. Que Dieu nous donne la vie pour l'année prochaine. Les coups de détonation exécutés par les chasseurs traditionnels marquent la fin des prières à chaque station. Au passage du cortège royal dans les différentes rues, c'est l'admiration suivie des vœux adressés par les curieux. Après environ 2h30 de marathon, le roi, toujours accompagné par la cavalerie et une foule anonyme, met le cap sur sa résidence privée pour se désaltérer. La Gani, ou la fête du Mauloud,
est une occasion de fête, mais aussi de prière. Nous passons maintenant au niveau des sites où les imams sont pour prier pour la cité, prier pour nous-mêmes, pour prier pour les citoyens. Donc, pour nous, c'est clair. Il n'y a pas d'autre explication que de rendre grâce à Dieu qui nous a créés. Comme il est de coutume, 3 tours sont faits autour du baobab sacré. Une étape aussi importante qui marque la fin du parcours rituel. Notre grand baobab signifie pour nous nos ancêtres. Et nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Et c'est pour cela que, tout en disant d'accord, l'islam est là, notre chef aujourd'hui, c'est le prophète Mahomet, nous n'oublions pas nos origines. Cette procession traditionnelle qui a pris fin précède les manifestations officielles prévues pour se dérouler à la place Kilir de la ville. Et justement, après le parcours rituel, les princes, princesses et autorités politico-administratives se sont mobilisés autour de Sa Majesté Peto Nicolas VI pour les manifestations proprement dites. Retour sur les temps forts dans ce reportage. Venus des différentes contrées de Djougou et de sa diaspora, princes, princesses, dignitaires, sages notables de cette cité carrefour du Septentrion se sont retrouvés autour de Sa Majesté Peto Nicolas VI pour célébrer la Gani édition 2022. Un rendez-vous culturel qui mobilise chaque année les filles et fils de Djougou autour de leurs traditions ancestrales. À cette occasion, nous voulons rappeler que la fête de la Gani à Djougou est une occasion à toutes les filles et à tous les fils de Djougou de se retrouver, de se rencontrer, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur croyance religieuse. Aux côtés des populations fortement mobilisées pour la circonstance, on pouvait noter la présence des cadres natifs de la localité et des autorités à divers niveaux, dont le maire de la ville. Andy Fils, héritier du trône des Atchoukoumans, le prince de la lignée Atakora se réjouit de la reprise de cette fête identitaire après 2 ans de suspension pour cause de Covid-19. La Gani a dormi pendant quelques lustres du fait de cette pandémie qui malheureusement a failli mettre l'humanité à genoux. Mais grâce à Dieu, à vos prières et aux précautions, nous sommes en train de vaincre cette pandémie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer à nouveau notre culture. Nous sommes heureux, très heureux pour le grand déplacement que vous avez eu à faire pour être tous ici présents pour cette belle célébration. Tout en saluant l'État central pour ses multiples efforts visant à la valorisation de notre patrimoine culturel, l'autorité communale va plaider auprès de l'exécutif en faveur de la rénovation du palais royal de Kilir. Merci aussi au gouvernement de la République parce que le gouvernement a décidé de faire de la culture une priorité. Après la construction des musées qui a cours, le gouvernement nous annonce une bonne nouvelle, la construction du palais royal de Niki. Les choses devant se faire à leur rythme, nous espérons que d'ici là, lorsque la classification des différentes royautés sera adoptée, ce sera le tour du palais royal de Djougou. Plusieurs tableaux culturels et artistiques du terroir ont achalandé ce rendez-vous culturel, après quoi les démonstrations des chevaux, grande attraction de la Gani à Djougou. Tour à tour, les 3 lignées princières au trône de Kilir vont défiler devant le souverain de Djougou pour lui faire allégeance. L'organisation de cet événement a séduit les cadres de Djougou et autres personnalités venues suivre ces moments à la fois culturels et cultuels.
Parmi eux, quelques-uns ont bien voulu se confier à nos reporters. Nous allons suivre leurs impressions. Mes impressions sont très bonnes. La Gani de cette année a été une très grande réussite. Vous voyez, c'est très merveilleux. Et les chevaux qui dansent. Hein, on dirait qu'il y a un langage entre les tam-tams et les chevaux. Ces chevaux qui comprennent bien le langage des tam-tams. Et ça fait vraiment des merveilles. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les fils et les filles de Djougou. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, vous savez que nous, à l'occasion de la fête de la Maouloud, le palais de Kilir fête la Gani. Et en tant que fils de Djougou, on ne peut être que fier. C'est la fierté. Merci beaucoup. On a repris cette année et la ferveur, vraiment, ça montre que le peuple avait faim de sa culture. Et vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon veut vendre la culture du Bénin à travers le monde. Donc, on ne peut qu'être fier de tableaux que nous sommes en train de voir. Et c'est une joie immense qui nous anime ce soir parce que la diversité de notre culture fait notre richesse à Djougou. Vraiment, nous remercions Sa Majesté le roi Kwetoni, Kodassis de Djougou. Nous remercions toutes les têtes couronnées. Nous sommes vraiment fiers d'appartenir à cette culture-là. Nous sommes fiers de notre culture. C'est notre tradition, c'est notre fierté. Nous sommes là pour être en conformité avec ce qui se fait. Depuis des décennies, on aurait loupé le coche en ne venant pas ici. Moi, je suis là. Vous savez que je ne peux être que là. C'est des impressions de joie et de satisfaction de pouvoir retrouver cette organisation, cette fête qui réunit tous les fils de Djougou. Nous sommes très heureux de tout ce que nous voyons. Nous assistons à une très belle fête et on voudrait remercier et féliciter le comité d'organisation pour tous les efforts qui ont été fournis pour nous offrir une très belle fête. Et cette célébration me fait beaucoup plaisir et vu la saine émulation autour des festivités et de cette organisation culturelle, on sent que les populations étaient vraiment en attente au regard de la période de la Covid qui a donc marqué un petit ralentissement dans cette célébration. On a vu beaucoup de personnes sortir, beaucoup de personnalités venues de partout. Donc ça veut dire que l'envie bouillonnait en chacun de nous. Autre volet de l'actualité nationale, Franck Glaou, le gagnant du jeu La main de fer organisé par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, est reparti ce dimanche avec le véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est le prix qui revient aux gagnants de ce concours démarré le samedi 8 octobre. Ils étaient 14 en lice sur les 20 candidats présélectionnés. Nous allons suivre. J'ai toujours rêvé d'avoir un véhicule neuf. Wow. Il réalise enfin son rêve grâce au jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. Dénommé la main de fer, cette compétition consiste à maintenir une main le plus longtemps possible sur le véhicule à gagner. Ils sont au total 14 candidats à compétir sur les 20 présélectionnés. Un challenge qu'a réussi Franck Glaou après 26 heures de compétition pendant lesquelles les candidats ont eu 25 minutes de pause à raison de 5 minutes chaque 5 heures. Il repart ainsi avec un véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La compétition n'a pas été facile, elle a été vraiment rude. On a eu de beaux candidats, personne n'a démérité, mais il fallait un gagnant et Dieu m'a fait grâce de ça. Et vraiment, je suis content et je remercie beaucoup Dieu et je remercie toute ma famille, surtout ma femme, ma maman et mon papa. Des fruits et des bouteilles d'eau, telles sont les seules rations alimentaires auxquelles les candidats en lice pour le jeu concours La main de fer ont eu droit pour renforcer leur organisme. La compétition s'est déroulée sous les yeux d'un huissier de justice. Un dispositif technologique a été aussi mis en place afin de s'assurer de la fiabilité du résultat final de la compétition. Alors les candidats avaient la main posée sur la voiture, chacun dans un emplacement bien défini.
Dès que le go est donné par l'huissier de justice, avec ce que nous appelons la VAR, nous venons mémoriser l'emplacement de la main de ces candidats. Et par moment, la VAR repasse pour vérifier si l'emplacement des mains de chaque candidat est-ce que l'emplacement est respecté ou pas. Et dès que l'emplacement n'est pas respecté, systématiquement la VAR le montre et d'office ce candidat est éliminé. Donc c'est ce processus qui nous a permis de pouvoir éliminer tous les candidats jusqu'à aujourd'hui où vous avez eu la chance d'assister au face-à-face entre les deux derniers candidats et à la fin nous avons eu bien sûr le gagnant Franck qui est le candidat numéro F19 qui vient de remporter cette sublime voiture de la marque Suzuki Vitara. Cette première édition du jeu concours ne s'arrête pas à la remise du véhicule au gagnant. Les pronostiqueurs qui ont le plus voté pour le gagnant seront aussi primés. Le premier recevra une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA. Le deuxième et le troisième recevront chacun 500 000 francs CFA. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.